j'ai deviné. Donc, bon, il faut retenir des notions, hein. C'est ça l'objectif. Donc, là, on a dit que même si on prend envie à ce que ces échantillons soient représentatifs, malgré cela, on aura, si vous voulez, des résultats. Si on compte, par exemple, on calcule la prévalence d'une pathologie particulière ou bien d'un phénomène, on trouvera des pourcentages un peu proches, mais ça ne sera pas le même pourcentage exactement. Et on appelle ce phénomène les fluctuations d'échantillonnage. On a dit que pour être certain qu'on est dans un, si vous voulez, on n'est pas, on est vraiment dans les valeurs du pourcentage réel de la population. On peut le calculer à partir d'un pourcentage de. Oui, 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 je sais, راني ندير le rappel, Choubini. D'accord. Donc là, pour le pour le ها ها هكذا تحب شوفيني. Donc là, pour deviner, si vous voulez, le pourcentage dans une population, et si vous avez le pourcentage, parce qu'on va parler que de pourcentage, donc c'est pour ça que je veille à ce que le démarrage soit bon. Donc, concernant le pourcentage que vous avez eu dans votre échantillon, vous pouvez, à travers ou bien à partir de ce pourcentage, deviner le pourcentage de la population, mais ça ne sera pas une valeur, ça sera un intervalle. Et c'est ça l'intervalle de confiance. Je vous ai déjà donné la formule, d'ailleurs on en reviendra dans ce cours. Donc, et c'est ça, si vous voulez, cette notion d'intervalle de confiance, ça veut dire on est un peu, si vous voulez, entre guillemets, protégé des fluctuations d'échantillonnage. C'est-à-dire réellement, ça se situe dans cet intervalle, bien sûr toujours en fixant alpha, par exemple, à 0,05, vous avez votre intervalle de confiance à 95%. Ça va de soi. Donc, on passe à ce cours qui va concerner la comparaison d'un pourcentage observé et d'un pourcentage théorique. Déjà, on verra c'est quoi le pourcentage théorique, c'est quoi le pourcentage observé et comment on pourra calculer est-ce qu'il y a réellement une différence et puis donner quelques exemples pour bien assimiler. Donc, déjà, ça nous, si vous voulez, il faut déjà comprendre un autre principe, c'est le principe des tests. Quand on fait des tests déjà, ça veut dire on démarre d'une idée. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse. Euh, comment on appelle ça en arabe? L'hypothèse, c'est فرضية. très bien, Faraday. Voilà, je connais par principe. Donc, un test d'hypothèse consiste à D'ailleurs, il y a certaines, si vous consultez par exemple des thèses ou bien des mémoires de psycho, sociaux et tout ça, ils utilisent toujours ça, hein. Ils commencent par exprimer clairement l'hypothèse de l'étude, c'est quoi l'hypothèse nulle, alternative, etc. Bon, nous, en médecine, généralement, on exprime un peu la problématique, mais dans nos études, on ne fait pas comme ça clairement, on l'écrit directement, cette hypothèse. Mais ça se fait dans les études. Donc, quand on parle des formuler, c'est-à-dire écrire clairement votre hypothèse, formuler une hypothèse de travail, tester après cette hypothèse en choisissant le test statistique approprié au problème. Et enfin, à partir des résultats, on aura une conclusion par rapport à notre hypothèse. Est-ce que finalement, on la garde ou bien on la rejette? Est-ce qu'elle est retenue ou bien elle est rejetée, cette hypothèse? Donc, généralement, vous avez deux hypothèses possibles. Soit l'hypothèse nulle et vous avez l'hypothèse alternative. Toujours l'hypothèse nulle, on a le symbole H0. Donc ça, il faut retenir si vous trouvez des exercices, etc. Ou bien, comme j'ai dit, en lisant quelques études, quelques mémoires, vous pouvez trouver hypothèse nulle H0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre P1 et P2. C'est quoi P1? C'est un pourcentage. P2, un pourcentage. Voilà, on verra après comment appliquer, comment les calculer et tout ça. Donc, l'hypothèse alternative, c'est H1. Ça va de soi que c'est l'inverse, si vous voulez, de H0. Il existe une différence. Ça veut dire P1 est différent de P2. Mais là, concentrez-vous très bien. Ces notions vont vous servir
pour l'interprétation, bien à l'interprétation de vos résultats de mémoire. Je vous donne un exemple simple. Si vous calculez, vous faites le qui 2, etc. Mais après, comment interpréter? Il faudra que vous soyez conscient de cette différence. Par exemple, vous trouvez que vos travailleurs dans un atelier A, en plus d'acheter A, par exemple, que les travailleurs dans l'atelier B, et vous essayez de comparer en disant que réellement l'amiante, par exemple, enfin pas l'amiante, par exemple, on a étudié l'HTA, le stress qu'on a objectivé, qu'on a, par exemple, selon les résultats des questionnaires, quel que soit. Et vous devinez directement d'emblée que ça explique. Déjà, ça, c'est fou. Parce que votre résultat vous a juste donné une différence significative entre les deux pourcentages. Ça ne veut pas dire que P1 est supérieur à P2, n'est-ce pas? Bien sûr, vous allez le remarquer. Par exemple, vous allez trouver P1 30%, P2 20%. Et après, vous faites votre hypothèse alternative, ça veut dire que 30% est différent de 20%. Vous allez me dire, mais ça va de soi que 20% est différent de 30%. Mais je vous dis que on ne sait pas. Peut-être c'est une fluctuation d'échantillonnage. C'est ça. Parce que au fond, la différence, vous allez la voir. Je vous donne par exemple 20, 20 et 20,5 ou bien 21. Quel que soit, il y a une différence. Là, vous constatez que P2, qui est de 21, est supérieur à P1, qui est de 20. Mais sur le plan statistique, vous ne pouvez pas dire que les travailleurs dans cet atelier, par exemple 2, ont plus ou bien ont une prévalence de diabète qui est supérieure au P1. Oui, vous pouvez le dire comme ça, supérieur. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est réellement un résultat statistique. Par contre, si vous faites le test et vous allez prouver que P1 différent à P2, vous allez dire et cette différence est significative. C'est-à-dire, on comprend que cette différence, elle n'est pas uniquement dans l'observation des chiffres, la comparaison simple des chiffres. Il s'agit d'une comparaison basée sur un test statistique. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Parce qu'on va détailler de toute façon ce que je viens d'expliquer. Mais j'essaye d'attirer votre attention que, en réalité, on constate comme ça des différences. Mais entre faire le test et savoir interpréter le test, parce que même si on trouve un test significatif, on n'a pas le droit de donner à la phrase une proportion plus que le résultat. Vous n'avez pas le droit de dire oui, ils sont plus malades, oui, il y a plus de risque de diabète. Non, vous allez vous contenter de donner la différence. C'est-à-dire, vous allez dire qu'il s'agit d'une différence statistiquement significative. Et c'est tout. D'accord? Alors, P1 et P2 sont les pourcentages vrais au niveau des populations, d'où sont extraits les échantillons. Donc, généralement, lorsqu'on fait comme ça, P1 majuscule, P2, ce sont les pourcentages dans la population, c'est-à-dire les pourcentages vrais qu'on a devinés. Enfin, après, on fait les tests selon les échantillons, mais extrapoler un peu le résultat à la population. Donc, ça a un certain nombre de conditions. Donc là, on a parlé des types d'hypothèses et généralement, c'est l'hypothèse nulle qui est utilisée le plus. C'est-à-dire, je démarre, je constate par exemple un pourcentage 21% et je constate un autre pourcentage 20% et je décide de mener cette étude pour, si vous voulez, confirmer. Est-ce que c'est réellement différent ou pas? Mais je démarre de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire je démarre, non, il n'y a pas de différence. Il s'agit d'une fluctuation d'échantillonnage. Et après, j'avance. Vers la fin, si je rejette H0, ça veut dire que finalement, il y a une différence significative. Il y a aussi d'autres types de... Donc, il y a les tests, voilà, et selon les types de tests, vous avez le test bilatéral ou bien le test unilatéral. Lorsque vous faites un test bilatéral, aussi là, c'est le plus utilisé. Les tests unilatéraux sont compliqués. Donc, les tests, ce qu'on fait souvent, sont les tests bilatéraux. C'est-à-dire, ils nous permettent de dire il y a une différence, d'accord? P1 est différent de P2, mais sans dire ni P1 plus que P2, ni P2 plus que P1. Là, ce sont vos constatations, par exemple, vous donnez vos chiffres,
Par exemple, comme j'ai dit, l'atelier A, 20%, l'atelier B, 21%, et après, vous prouvez que finalement, P1 est différent statistiquement de P2. Mais dans votre test, ça ne vous permet pas de dire ni supérieur ni inférieur. D'accord? Par contre, si vous faites un test unilatéral, chose qui est beaucoup plus compliquée, là, vous aurez des résultats dans un sens. Par exemple, P1 supérieur à P2 ou bien P1 inférieur à P2. D'accord? Ça veut dire que le sens de la différence est précisé par le test lui-même. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, il y a aussi d'autres notions que c'est bien, il faut retenir. C'est qu'on a déjà parlé de alpha, parce que quand on fait un test, quand on fait une étude, il y a toujours une marge d'erreur. On ne peut pas dire qu'il y a une certitude à 100%. Mais généralement, il faut fixer votre alpha. D'ailleurs, comme je vous ai montré dans les tables, par exemple, la première table de la loi centrée réduite, on a dit, en fixant alpha, on aura notre Z alpha, ça veut dire on aura l'intervalle de confiance, on pourra calculer, etc. Donc, plein de choses se basent finalement sur ce alpha. Alpha, c'est quoi en réalité? Voici le tableau. Donc, vous avez la situation réelle, c'est-à-dire la vérité, la réalité. Mais vous avez votre situation observée, c'est-à-dire vos résultats, si vous voulez. Donc là, il peut s'agir d'une différence, c'est-à-dire il y a réellement une différence entre deux pourcentages, on est toujours dans les pourcentages, hein, c'est-à-dire H0 est rejeté. Là, vous allez trouver H0 rejeté, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit H0? H0, c'est il n'y a pas de différence. Donc, si elle est rejetée, ça veut dire qu'il y a une différence. Très bien. Donc, H0 rejeté. Et en même temps, il y a réellement une différence. Donc, ça, vous êtes à l'aise. Mais il y a certaines situations, c'est-à-dire pour certains cas, il n'y a pas la différence. Enfin, mais vous avez quand même, ça veut dire que vous avez trouvé H0 rejeté alors qu'il n'y a pas de différence. Ça veut dire en quelque sorte, vous avez commis une erreur. Mais elle reste dans l'intervalle alpha. Par exemple, 5%, c'est toléré comme erreur. Comme si vous avez eu juste 95% et faux 5%. C'est accepté. Scientifiquement, c'est accepté. Du moment que d'emblée, vous avez déclaré que votre marge d'erreur, si vous voulez, alpha est de 5%. Il y a une autre situation, c'est que vous ne rejetez pas H0, c'est-à-dire, enfin, dans la même situation, si vous voulez. H0 non rejeté, mais en même temps, vous constatez qu'il n'y a pas de différence, mais là, la différence, elle existe. Là, c'est bêta. C'est-à-dire, on va les définir. Alpha, c'est le risque d'erreur de première espèce. C'est-à-dire que c'est la probabilité de rejeter H0 alors qu'elle est vraie. En même temps, bêta, c'est le risque d'erreur de deuxième espèce, c'est-à-dire c'est la probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. Donc, 1 moins bêta, on appelle ça la puissance du test. Ça, c'est des notions. On ne va pas les utiliser dans les calculs, mais généralement, il y a dans certaines études, dans certains articles scientifiques notamment, qui peuvent vous donner des détails. On a calculé la puissance du test et à partir de ça, etc. Donc, vous allez comprendre. Voici alpha. Donc, si votre alpha est de 5%, votre bêta, il est de combien? Voilà, puisque alpha 5%, ça veut dire bêta, si vous voulez, c'est 95%. Mais, enfin, ici, dans cette situation, là, vous êtes dans le juste. Mais là, c'est dans le faux. Mais bon, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Donc, généralement, si vous rejetez H0, retenez ça. Si vous rejetez H0 alors qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire que vous êtes dans alpha. C'est la marge alpha. C'est risque d'erreur alpha. On l'appelle de première espèce. Mais si il n'y a pas, c'est-à-dire vous ne rejetez pas H0, c'est-à-dire vous constatez que réellement il n'y a pas de différence. Alors que réellement il y a, enfin sur votre observation il n'y a pas de différence, mais réellement il y a une différence. Là ça veut dire que vous êtes dans le bêta. Bon, ce sont des notions, si vous voulez, que j'ai jugé nécessaire de vous donner. Mais après, pour aller dans les maths et comprendre, vous pouvez détailler ça, mais on n'en a pas besoin pour le moment. Donc,
Décision statistique. Tout ça, ce sont des définitions pour arriver au test, parce que après, pour calculer, c'est facile. Donc, on se fixe un seuil de signification alpha. Généralement, même si vous avez quelque chose, une étude, un résultat, où ils n'ont pas fixé alpha, généralement, ça veut dire c'est 5%. Parce que c'est ce qui est, si vous voulez, standard et approuvé par tout le monde. Mais plus que ça, il n'y a pas. Par exemple, vous pouvez trouver alpha 1%, 2%, 4%, lorsque quelqu'un veut vraiment pousser un peu la précision, si vous voulez. Donc, deux réponses sont possibles. C'est le rejet de H0, ça veut dire il y a une différence significative. Là, on est obligé de préciser P. Vous avez remarqué que lorsque vous lisez un résultat, vous avez toujours le petit P. C'est quoi le petit P? C'est-à-dire, en quelque sorte, la marge d'erreur, si vous voulez, c'est ce risque d'erreur. On a accepté que alpha, c'est-à-dire 0,05, c'est ça 5%. C'est 0,05. Mais nous, on cherche, est-ce que P finalement égale à 0,05 ou bien on a fait mieux? C'est-à-dire, on a pu réduire ce risque d'erreur à, par exemple, 0,01. Si je trouve P 0,01, ça veut dire que c'est vrai, rejet de H0, ça veut dire qu'il y a une différence significative, mais mieux encore, je ne suis plus dans le risque d'erreur 0,05. J'ai fait mieux. Mon risque d'erreur est encore inférieur à 0,05. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est important, il faut le comprendre. Bien, je veux dire. D'accord? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on trouve une différence significative, il faut rajouter P. Si vous dites, vous faites votre test, vous trouvez que finalement vous êtes à moins, parce que c'est quoi alpha au fond? C'est justement le risque d'erreur, la limite 0,05. Si vous dépassez le risque d'erreur 0,05, vous rejetez vos résultats. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire il y a une différence significative. Donc, lorsque vous trouvez un résultat qui confirme, enfin qui montre que votre différence est significative, là, il faudra juste après donner la précision, c'est-à-dire donner plus une autre valeur, c'est par rapport à votre risque d'erreur qu'on appelle P. C'est le degré de signification. P, c'est quoi? C'est le degré de signification. Alors, on va, de toute façon, dans les logiciels, ils vous le donnent directement. Donc, le deuxième résultat, c'est que non-rejet de H0, c'est-à-dire vous ne trouvez pas une différence significative. Vous restez là, vous dites différence non significative. Vous pouvez écrire entre parenthèses alpha, enfin P supérieur à 0,05, ça veut dire que finalement votre P, c'est-à-dire de degré de signification ou bien risque d'erreur, finalement il reste supérieur à alpha, chose qui n'est pas acceptée par votre étude parce que d'emblée vous avez fixé cette limite de 0,05. Alors, donc, toujours, donc dans le cas de non-rejet de H0, c'est-à-dire la différence, si vous voulez, vous n'avez pas constaté cette différence significative, soit la différence n'existe pas réellement, c'est juste ce que vous êtes en train de remarquer entre 21% par exemple et 20%, c'est juste une différence liée aux échantillons, aux fluctuations d'échantillonnage. Soit elle existe, mais les tailles, il y a une autre possibilité, c'est que les tailles d'échantillons n'étaient pas assez suffisantes pour mettre en évidence cette différence. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas pu trouver cette différence significative pour vos résultats. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, vous calculez, vous prenez la prévalence des TMS et vous la calculez, par exemple, entre les infirmières et les infirmiers. Allez. Et vous allez dire, oui, c'est vrai, sur le plan scientifique, il est décrit que la femme présente plus de TMS que les hommes. C'est un risque, si vous voulez, c'est un facteur individuel qui expose les femmes le plus au TMS. Donc, vous voulez vérifier. Par exemple, vous avez votre hôpital et vous calculez, vous prenez questionnaire ou bien examen clinique, ce que vous voulez, et vous allez avoir pourcentage pour les hommes, les infirmiers, pourcentage pour les femmes. Par exemple, vous tombez sur, comme ça, vous voyez, il y a une différence. Par exemple, vous voyez que chez les femmes, vous avez trouvé 30%, chez les femmes, c'était 26%. Chez les hommes, c'était 26%. Donc, vous dites, si vous dites directement, j'ai trouvé une différence. Chez les femmes, ça dépasse les hommes.
et vous allez directement écrire dans votre discussion, oui, comme ça rejoint les résultats de la littérature, parce que on a trouvé que les femmes ont présenté plus de TMS que les hommes. Donc, notre résultat réconforte, si vous voulez, ou bien rejoint les résultats de la littérature. Ça, c'est faux et archi faux. Et vous n'avez pas le droit d'écrire cette phrase. Donc, ça, c'est d'emblée. La deuxième étape, donc, c'est que vous n'allez pas faire quelque chose de faux, c'est que vous allez faire un test. Le qui de, le plus simple, c'est le qui de. Vous allez comparer vos deux échantillons et vous allez trouver un résultat. C'est que soit vous allez trouver une différence significative, donc là, vous allez calculer votre P et vous aurez votre résultat. Et là, selon l'interprétation, vous aurez le droit de dire que effectivement, ça rejoint les résultats de la littérature. La deuxième possibilité, c'est que vous allez trouver un P qui est supérieur à 0,05. Ça veut dire que la différence n'est pas significative. Que ce que vous êtes en train de remarquer entre 30 et 26, c'est dû aux fluctuations d'échantillonnage, c'est tout. C'était comme ça. Dans cette deuxième situation, malgré vous ne trouvez pas de différence, soit réellement il n'existe pas de différence, soit non. C'est que vous avez pris 6 infirmières, par exemple, et cet infirmier, vous avez essayé de trouver un test et finalement, cette taille a impacté votre résultat. Du coup, elle vous a donné une différence non significative. C'est ce que cette planche essaye de dire. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, si vous avez des questions, notez-les. Comme ça, si ce n'est pas expliqué par les diapos suivantes, on reviendra. Maintenant, on arrive au degré de signification, petit p. On a dit c'est le degré de vraisemblance de H0. Probabilité de se tromper réellement en rejetant H0. C'est-à-dire, j'ai trouvé une différence significative, mais est-ce qu'il y a un risque que je je me suis trompée, c'est-à-dire le test. Là, plus, ça va de soi que plus vous avez un P petit, c'est-à-dire bas, des fois, vous allez tomber par exemple sur P inférieur à 0,001, inférieur à 10 puissance moins 6. Là, c'est extraordinaire. Ça veut dire que votre résultat est vraiment parlant. Donc, la décision statistique est prise avec alpha égale à 5%, c'est-à-dire 0,05. Ça, c'est pour rejeter ou ne pas rejeter. Mais le degré de signification, il est lu sur la table, selon les résultats, ou bien il est donné directement par le logiciel lorsque vous utiliserez votre logiciel de statistique. Mais là, pour l'objectif, lorsque ce n'est pas le calcul dans ces cours, c'est comprendre pouvoir interpréter vos résultats. C'est vrai, vous allez utiliser le logiciel R, on va vous montrer tout ça, mais savoir interpréter, ça est basé sur la compréhension. Au moins la compréhension des notions sur lesquelles on insiste durant ces cours. Donc, maintenant, on va comparer, si vous voulez, ou bien aborder la question du titre, selon l'intitulé du cours, c'est la comparaison entre un pourcentage observé et un pourcentage théorique. Donc, toujours, on va supposer que H0, ça veut dire que P est différent de P H0. Là, on parle des échantillons, par exemple. On peut, après, on ne va pas calculer à chaque fois le pourcentage dans la population, mais pour le pourcentage observé, c'est justement ce qui est donné, ce qui est déjà donné et retenu pour… Ah, pardon, pas l'observé, le théorique. Le théorique, c'est pourquoi ils l'ont appelé théorique. Par exemple, vous allez trouver une étude nationale, par exemple menée par le ministère de la Santé. Généralement, ils mènent des études concernant le diabète. Ils prennent vraiment une population très, très grande, c'est-à-dire un échantillon très important, et ils font des tests statistiques en normes et tout ça, et ils trouvent une prévalence, par exemple, du diabète. Ils vous donnent une prévalence, par exemple, je ne sais pas, en Algérie, ils peuvent vous dire 14%. Donc, le taux ou bien la prévalence du diabète de type 2 en Algérie, elle est de 14%. Je dis comme ça. Mais généralement, elle se situe comme ça, entre 14, 16, etc. Donc là,
Vous allez, vous pouvez considérer ça comme un pourcentage théorique. Parce qu'il a été, si vous voulez, déjà donné par des études de grande envergure, etc. Et vous, vous allez, par exemple, prendre une entreprise. Vous prenez votre entreprise que vous êtes en train de prendre en charge, vous prenez vos bilans, c'est simple, c'est un travail d'une journée. Vous ramassez les résultats de vos analyses de biochimie et vous allez, celui-là, il est diabétique, il n'est pas diabétique, diabétique, non diabétique, etc. Vous allez faire les calculs, vous allez trouver par exemple 20 ou je sais pas, selon votre entreprise ou bien votre échantillon dans l'entreprise, quel que soit. Et vous allez, par exemple, vous allez calculer votre prévalence. Vous allez trouver 11%, par exemple. Et là, vous avez besoin de comprendre, est-ce que ça veut dire que mes travailleurs sont finalement protégés du diabète? C'est vrai, vous allez me dire, mais l'étude du ministère a pris aussi en considération, enfin, en compte des vieux, des vieilles, alors que c'est une maladie dont le risque augmente avec l'âge. Alors que moi, dans mon entreprise, l'âge est limité avant la retraite, etc. Donc, vous pouvez prendre ça en considération ou bien prendre la marge enfin une marge par rapport à l'âge vraiment exact. Par exemple, vous allez trouver vos travailleurs âgés de 20 à 60 ans. Vous allez à l'étude de l'OMS, du ministère, par exemple. Vous allez chercher sur les tableaux, vous allez trouver par classe d'âge la prévalence. Et vous allez chercher. Ah, je vais ignorer les enfants, je vais ignorer les vieux et je vais prendre cette marge entre 20 ans, par exemple 18 ans, et 60 ans, et je vais comparer avec celle-là. Vous pouvez trouver, par exemple, 13% au ministère. Et vous, vous avez trouvé 11%. Si vous faites cette comparaison, l'objectif, ça sera quoi? Ça sera justement de deviner, est-ce que au sein de votre entreprise, la prévalence ou bien le pourcentage de diabète est réellement, si vous voulez, avec une différence significative, est réellement différent du pourcentage ou bien de la prévalence du diabète au sein de la population algérienne. C'est ça. Si vous faites ça, vous donnez l'hypothèse nulle, ça veut dire vous allez dire il n'y a pas de différence. C'est-à-dire vous allez démarrer pour dire non, il n'y a pas de différence entre mon entreprise et la population algérienne. L'hypothèse alternative, ça sera l'inverse. Si ici, il y a une différence. Après, on verra. Est-ce que on va comparer les deux pourcentages, on va les observer. Est-ce que c'est le premier, l'entreprise c'est plus ou bien c'est moins, etc. Mais le test vous permettra juste de dire il y a une différence. Il vous permettra pas de dire il y a plus. Donc ça, j'attire votre attention lorsque vous allez interpréter vos résultats. C'est pas parce que vous allez trouver qui de significatif, P très petit, etc., que vous avez le droit de dire dans mon entreprise, il y a plus de diabète que dans la population algérienne. Il faut vraiment savoir formuler les phrases. Vous allez juste dire, nous avons observé une prévalence supérieure, par exemple, avec une différence significative. C'est tout. Vous n'allez pas émettre, si vous voulez, une conclusion par rapport à ça, que dans l'entreprise, il y a plus de risque de diabète. Pour faire ça, pour dire ça, il faut d'autres tests et voilà, ce n'est pas permis juste à partir de ce test-là. Donc, P étant la valeur vraie du pourcentage. Là, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de confusion. Des fois, on parle de P comme différents signes comme, si vous voulez, le degré de signification. Et des fois, on parle du P en tant que pourcentage, surtout petit p, ça veut dire dans l'échantillon, pas dans la population souvent. Enfin, c'est ça le code. C'est grand P, c'est dans la population. Petit p, par exemple pH0, ça veut dire dans avec lequel vous voulez comparer, si vous voulez, ce que vous avez calculé dans votre échantillon. Donc, P étant la valeur vraie du pourcentage dans la population, donc en principe, je l'écris en majuscule ici, pH0 étant la valeur fixée du pourcentage à laquelle on veut comparer P. Donc, la position du problème. Exemple. Là, je vous ai donné un exemple, on peut donner un autre. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage au moins. Non, ça va. Un peu?
Un peu, oui. Où est le problème? Dites-moi, peut-être je peux reprendre cette partie pour vous permettre de comprendre la suite. Vous pouvez suivre? On peut revenir après si vous voulez qu'on Oui, explique, ok? Inch'Allah. Donc, exemple, une variété de souris présente des cancers spontanés, par exemple, avec un taux constant, parfaitement connu. C'est-à-dire, vous êtes dans un laboratoire, vous avez des souris et vous connaissez d'emblée que le risque de développer un cancer pour ces souris, un certain type, par exemple, de cancer, pour ces souris, le P, il est de 20%, c'est-à-dire la prévalence. Donc, c'est considéré comme pourcentage théorique, si vous voulez, parce que vous l'avez déjà vérifié. Il a déjà été adopté, ce pourcentage. C'est ça le pourcentage théorique. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère l'autre exemple parce que nous, on a toujours des entreprises et tout ça, mais de temps en temps, vous avez vraiment des prévalences, si vous voulez, adoptées. Donc, comme si elles sont validées, tellement il y a eu des études épidémiologiques, etc., peut-être même des cohortes. Donc, vous pouvez prendre cette valeur comme valeur théorique. Vous voyez un peu, elle a dépassé l'observation. Donc, c'est comme ici, une variété où elle est, regardez, parfaitement connue. C'est-à-dire cette prévalence ou bien ce taux est parfaitement connu, soit 20%. On le considère alors comme pourcentage théorique. On se demande, après, vous avez une exposition et vous voulez vérifier est-ce que cette exposition a changé finalement ce pourcentage théorique. La même chose, nous, quand on a comparé avec les travailleurs ont une certaine situation. Ils travaillent déjà. Et puis, ils ont des expositions professionnelles, peut-être physiques, chimiques, etc. Donc, au fond, en cherchant, lorsque vous avez, si vous voulez chercher la différence entre l'entreprise que vous prenez en charge et ce pourcentage chez les Algériens, ce pourcentage parfaitement connu, si vous voulez, si vous trouvez un pourcentage parfaitement connu, donc vous voulez un peu comparer pour savoir est-ce que finalement vos travailleurs qui sont exposés à ça, à ça, à ça, et qui font ces efforts et tout ça, est-ce que finalement leur prévalence de diabète dépasse celle de la population. C'est comme si vous êtes en train de vérifier est-ce que les expositions professionnelles, indirectement, vous êtes en train de vérifier est-ce que ces expositions professionnelles ont augmenté le risque de diabète. N'est-ce pas? Donc, la même chose, on se demande si une substance donnée modifie ce taux, c'est-à-dire ces souris, une fois elles sont exposées à une substance A, par exemple, la prévalence ou bien le taux de cancer augmente. Ça veut dire que cette substance est active. On dira c'est une substance active. Donc, à cet effet, on procède à une expérience de sans-souris. Là, c'est un exercice explicatif si vous voulez. C'est pour expliquer. Donc, sans souris, il s'agira, au vu du pourcentage observé, P0. On va calculer P0. On peut trouver 20%, mais on peut trouver moins. On peut trouver 19, 19,7. On a dit que si on prend plusieurs échantillons, on ne tombe pas forcément sur la même prévalence. Généralement, ça s'approche, mais ce n'est pas exactement la même. C'est pour ça qu'on va l'appeler P0, donc d'animaux cancéreux. C'est pour un peu vérifier si cette substance est active. Supposons d'abord que la substance soit sans effet. C'est ça l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, ça veut dire que la substance est sans effet et il n'y a pas de différence. On a dit, c'est ça H0. On la rédige toujours comme ça. C'est-à-dire, on démarre pas de l'hypothèse alternative, on démarre de l'hypothèse nulle. On la rédige bien et après, on fait le test et on dira vers la fin, elle est rejetée si on trouve une différence. Si on ne trouve pas une différence, on dira elle est retenue. Donc, la situation sera la même en absence de cette substance. C'est ça, l'hypothèse nulle. Que cette substance, elle est présente ou pas, il n'y a pas vraiment de différence dans cette prévalence. Si chaque souris a 20 chances sur 100 de devenir cancéreuse, c'est ce qu'on a dit, 20%.
Le pourcentage de ces souris obéira aux fluctuations d'une expérience à une autre. C'est ce qu'on a dit aussi. Il sera le plus souvent voisin de 20%. Mais on pourra observer des valeurs très différentes, pouvant aller théoriquement jusqu'à 0% ou 100%. Bon, on a le droit, mais souvent, ça se rapproche de 20%. Ainsi, bien sûr, ça, si la substance n'est pas active. Mais on est dans cette hypothèse-là. Ainsi, même si P0 diffère beaucoup de 20%, il est possible que la substance soit sans effet. Supposons inversement que là c'est l'hypothèse alternative. Supposons inversement que la substance soit, comme je vous l'ai dit, dans certains mémoires, je les ai vus, et certaines thèses, ils expriment vraiment l'hypothèse comme ça, hein, en disant par exemple, supposons que les travailleurs exposés au stress au travail ne développent pas un taux de cortisol élevé, etc. Donc vraiment, c'est exprimé comme ça, en adoptant la forme de l'hypothèse nulle et de l'hypothèse alternative. Donc, c'est bien de retenir ça. Le jour où vous allez lire ce genre de publication, vous allez deviner directement ce qu'il est en train de dire. Donc, supposons inversement que la substance soit active, la probabilité de cancer pour chaque souris est P', elle est différente de 20%. Bien sûr, différente statistiquement. C'est ça l'hypothèse. Donc, le pourcentage de souris cancéreuses sur 100 souris variera d'une expérience à l'autre. On pourra une fois par hasard observer le pourcentage 20%. C'est-à-dire qu'en prenant plusieurs pourcentages, on peut tomber sur 20%, mais il y aura des différences. Là, on a dit que cette substance est active. Ça veut dire qu'avec la substance, ça va différer du théorique. Ainsi, même si on observe 20% de souris cancéreuses, il reste positif. Là, si vous voulez, ils sont en train de donner. Ainsi, même si P0 diffère, il est possible que la substance, c'est la marge d'erreur. Ils sont en train d'exprimer, si vous voulez, la marge d'erreur. Comme si vous dites, même si j'ai trouvé que le test et tout ça, mais il y a un risque qu'il n'y ait pas. C'est ça votre 5%, votre marge d'erreur. Il est donc impossible de répondre avec certitude à la question posée. Force est donc de répondre avec un certain risque d'erreur. C'est ça, alpha. La méthode statistique substitue l'évaluation du risque d'erreur de façon à ne conclure qu'avec un risque connu et accepté. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on donne une conclusion, on dira on a trouvé une différence significative, mais toujours en gardant avec un risque d'erreur de 5%. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Il n'y a jamais de certitude à 100%. Même lorsque vous trouvez une différence significative, il vous reste vos 5% pour lesquels vous êtes dans le fou. Enfin, dans cet intervalle, enfin, cette marge de 5%, vous êtes en train de commettre une erreur. D'accord? Oui, docteur Chebili? Très bien. Donc, pour lesquels, ça rentre, si vous voulez, dans la façon d'interpréter les résultats. Le test de signification, donc supposons la substance inactive. C'est notre H0, n'est-ce pas? L'hypothèse nulle. Elle est inactive. Il n'y a pas de différence. C'est l'hypothèse nulle ou l'hypothèse attestée. Dans ce cas, les fluctuations d'échantillonnage font osciller P0 autour de 20%. Et on peut limiter à un intervalle autour de 20% avec un risque d'erreur donné. C'est ça la formule que je vous ai donnée la dernière fois pour l'intervalle de confiance. Il y a qu'on a dit, c'est l'intervalle de confiance en quelque sorte qui nous protège de ces fluctuations et nous permet de bien fixer un intervalle durant lequel, enfin, dans lequel on n'est pas dans la conséquence des fluctuations d'échantillonnage. Voici votre P et la marge supérieure de l'intervalle, la marge inférieure de l'intervalle. C'est P0 moins P0 plus. Mais là, c'est P. P, c'est-à-dire dans votre population. Donc, pour alpha 5%, on aura cette formule. En quoi ça a changé alpha 5% ici? Puisque P, je l'ai, Q, c'est 1 moins P, n'est-ce pas? On l'a dit. N, c'est la taille de l'échantillon. Donc, en quoi? Moi, j'ai calculé, par exemple, j'ai calculé un taux. J'ai trouvé 20%, par exemple, de souris qui avaient le cancer. Donc, P0, c'est 0,21, n'est-ce pas?
Le pourcentage devient toujours dans les calculs 0, 0, donc 21, c'est 0,21. Ça, c'est P0. Q0, c'est quoi? C'est 1 moins 0,21. N, c'est la taille de l'échantillon. On a dit, on prend ici, par exemple, 100 souris. Donc, en quoi alpha 5% a, si vous voulez, à contrôler la formule? Dites-moi. Là, il faut répondre. Hein. En plus, c'est facile. Oui, j'ai dit, supposons que 0. Oui, donc alpha هنا واش دخلها en quelque sorte. هنا ما دخلتش. هنا c'est le n ما دخلتش. Donc en quoi alpha, il faut la préciser avant de calculer. Non, non, c'est pas une différence. C'est pour calculer les bornes, c'est P0 moins 1,96 racine et c'est 1,96. Si j'avais pas fixé alpha à 5%, je n'aurais pas eu le droit de mettre ici 1,96. J'aurais mis une autre valeur. Si je fixe la valeur alpha à 1%, je mettrai une autre valeur ici. Ça ne sera pas 1,96. Vous mettrez 1,96. C'est quoi 1,96? C'est Z alpha sur 2. Z alpha sur 2, c'est quoi? C'est le tableau. Je ne sais pas s'il est là. La voilà. Avec la table. La table, la première table. La loi normale centrée réduite. Je vous ai montré. On a dit que lorsque vous avez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Z alpha sur 2. Alpha 0,05. Alpha sur 2, combien? C'est 0,025. N'est-ce pas? 0,025. Heilig sans Z. Sans Z alpha sur 2. C'est 1,96. C'est comme ça que j'ai mis dans ma formule 1,96. D'accord? Ce n'est pas une valeur fixe. Ce n'est pas un coefficient comme ça, je ne sais pas, K fixe. Il n'est pas fixe. Il dépend de alpha. C'était ça ma question. En quoi alpha a influencé la formule? Il l'a influencé parce que le Z alpha sur 2, ici, on a mis 1,96 et 1,96, c'est le Z alpha sur 2, tu as 0,05. D'accord? Si je choisis un autre alpha, je serai obligée de prendre une autre valeur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, une fois j'applique, si vous voulez, cette formule, j'aurai quoi? J'aurai l'intervalle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? 0,20. Ici, ils ont pris le 0,20. Parce que c'est à partir, c'est ça, si vous voulez, le pourcentage qui est connu pour le moment. Donc, 0,20, pardon. Donc, 0,20 moins 0,08 et 0,20 plus 0,08. 0,08, c'est quoi? C'est 0,20, c'est ça, P0. P0, c'est 0,20. 0,08, c'était quoi? C'était P0, donc 0,20 moins 0,20 fois 0,8 sur 100. On aura cette valeur et faire la racine, bien sûr. Vous voulez qu'on calcule? Donc, c'est ça. Ils ont trouvé 0,08. Donc, c'est ça l'intervalle. Donc, l'intervalle, il est de 0,12 à 0,28. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trouve une prévalence de cancer chez les souris de 0,13, d'accord? Ça veut dire que je suis dans l'intervalle de confiance, comme si je suis toujours dans le 0,20. C'est l'intervalle de confiance de ma première prévalence, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans la fluctuation d'échantillonnage. Donc, ainsi, P0 n'a que 5 chances sur 100. C'est la marge d'erreur de sortir. C'est-à-dire que dans 95%, ma prévalence sera située ici et elle sortira bien évidemment dans 5%. C'est ça la marge d'erreur. Si P0 tombe à l'intérieur de cet intervalle, nous admettrons que l'écart entre P0 et 20%
peut résulter des seules fluctuations d'échantillonnage et que l'activité de la substance n'est pas prouvée. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire quoi? Ils ont calculé l'intervalle de confiance, comme on l'a vu, c'est ça sa formule. Une fois que vous avez votre intervalle de confiance et vous calculez, par exemple, vous prenez un échantillon, vous allez trouver une prévalence, par exemple, de 15%. Est-ce que 15%, ça veut dire que là, les souris ont moins de cancer? Non, parce que 15%, c'est 0,15, elle est située dans l'intervalle de confiance. Donc, à l'intérieur de cet intervalle de confiance, toutes les différences sont dues aux fluctuations d'échantillonnage. Mais je peux être en erreur seulement à 5%. C'est-à-dire à 5%, ça va, c'est en dehors. Est-ce que c'est clair? C'est ça l'intervalle de confiance. Il vous fixe. C'est-à-dire tout ce qui diffère à l'intérieur de l'intervalle de confiance, il est dû aux fluctuations d'échantillonnage et que l'activité de la substance n'est pas prouvée. C'est-à-dire que c'est une substance qui n'a rien entraîné, c'est juste les fluctuations d'échantillonnage qui ont fait que j'ai trouvé 25%. Même si je trouve 28%, c'est inclus dans l'intervalle. Vous voyez un peu? Il y a ça. Très bien. D'accord? Ça veut dire que vous imaginez, trouver 28% et malgré ça, si vous n'aviez pas de test statistique, vous auriez interprété, vous auriez publié vos résultats et dire oui, c'est une substance cancérigène, etc. Mais vous auriez été dans le fou. Parce que en faisant le test, en faisant vos calculs, vous allez trouver votre intervalle de confiance et vous allez constater que vos 28% font partie de l'intervalle de confiance. OK? Donc, là, si P0 tombe à l'intérieur de ça, là, on a dit, donc on peut passer. Par contre, la situation inverse, si P0 est en dehors de l'intervalle, l'écart ne résulte plus des fluctuations d'échantillonnage. Nous dirons qu'il est significatif et la substance est considérée comme active. D'accord? Enfin, soupçonnée, du moins, parce qu'il faudra aussi d'autres confirmations par rapport à est-ce que ce n'était pas à cause d'autre chose, etc. D'accord? Bon, là, c'est juste une reprise des risques alpha et bêta. C'est bon, vous m'entendez? Vous êtes là? Oui. Oui. Désolée, oui, quelqu'un a sonné à mon téléphone, donc, enfin, quelqu'un a sonné, c'est-à-dire j'ai reçu un appel parce que je me connecte avec la 4G, donc ça coupe un peu l'Internet. Donc, le test, chaque test, si vous voulez, c'est le test qui a ses risques, c'est pas vous, c'est pas en calculant, etc. C'est que le test lui-même a deux types de risques, c'est le risque de première espèce et le risque de deuxième espèce. C'est quoi dans cette situation de souris, si vous voulez? Au risque d'erreur qui consiste à déclarer active une substance qui ne l'est pas. C'est-à-dire, on a fait le test, on a déclaré la substance, par exemple, on a trouvé le résultat en dehors de l'intervalle, etc. On a dit, il y a une différence significative, mais en réalité, si vous voulez la vérité, la vraie vérité, c'est qu'il n'y avait pas. C'est ça le risque. Mais il est de 0,05. C'est ça le alpha qu'on a fixé d'emblée. Un autre risque de deuxième espèce bêta, c'est au défaut de puissance qui consiste à écarter une substance en réalité active, c'est-à-dire trouver un test non significatif, mais en réalité, la substance était active. C'est ça, d'accord? Donc ça, c'est propre, si vous voulez, au test statistique. Le seuil de signification, donc à partir de quelle valeur de alpha doit-on considérer l'écart comme significatif? Donc, les statisticiens ont pris l'habitude de déclarer une différence significative quand le risque d'erreur est inférieur à 5%. L'écart est significatif si on prend ça, la différence entre votre pourcentage observé et le pourcentage théorique qui était donné, si vous voulez, admis à l'avance. Donc, vous allez le calculer comment? Vous allez faire d'emblée, si vous voulez, c'est une formule facile. Vous allez faire P0. P0, c'est le pourcentage que vous allez trouver.
moins P, vous allez prendre la valeur absolue, parce que là, il y a le moins, ça risque d'être oui, négatif ou bien positif. Donc, vous prenez la valeur absolue, vous divisez par la racine carrée de PQ sur N. Si vous trouvez une valeur qui dépasse 1,96, 1,96 c'est Z alpha sur 2, n'oubliez pas. Donc, ça veut dire que votre marge d'erreur, si vous voulez, elle aussi, elle ne dépasse pas 5%, ça veut dire que c'est significatif. Donc, on revient à notre exemple, donc on peut préciser davantage le degré de signification, c'est-à-dire, je trouve qu'elle est supérieure, oui, le risque d'erreur, mon P est inférieur à 0,05, mais je ne vais pas m'arrêter, je vais le donner sa valeur exacte, parce que ça me permettra de donner plus de force à mon résultat. Après tout, on peut trouver un P qui est égal à 0,49. Là, il est inférieur à 0,05, n'est-ce pas? 0,049. C'est inférieur à 0,05. Ça veut dire qu'il y a une différence significative, mais c'est faible, parce qu'il est proche de 0,05. Mais si je trouve mon P égal à 0,00001, là, c'est vraiment fort comme résultat. OK? Donc, imaginons que dans l'expérience précédente, on ait observé 34 souris cancéreuses. Quelle doit être notre conclusion? Donc, ça veut dire que P0, il est de 34%. Il est de 0,34. Sortant, il sort de l'intervalle, n'est-ce pas? On a dit que l'intervalle était de 12%, de 12 à 28. 34, ça sort. Donc, déjà, d'emblée, on peut penser que, là, il n'est plus dans l'intervalle de confiance, donc ce n'est plus une différence liée aux fluctuations d'échantillonnage. Apparemment, il y a une différence significative. D'accord? Donc, l'écart à 20% est significatif. Donc, là, une différence entre 34% et 20%, elle est significative. Voici votre pourcentage observé. Voici votre pourcentage théorique, n'est-ce pas? J'applique la formule P0 moins P. Déjà, en calculant, là, je suis en train de vous donner en quelque sorte deux méthodes. Parce que eux, au départ, ils ont utilisé l'intervalle de confiance pour dire que tout ce qui sort de là, il y a une différence. D'accord? Mais avec la formule, vous aurez plus de précision. Parce que vous aurez une valeur exacte de la différence avec laquelle vous allez avoir votre petit p. Donc, en quelque sorte, utiliser les deux en même temps, c'est vraiment intéressant pour bien comprendre. Donc, l'écart entre ces 34%, ce pourcentage observé, c'est ce que vous avez trouvé, par rapport au pourcentage théorique, on a dit que c'était admis, etc. C'est une différence significative. Et nous considérons que le produit est actif, c'est-à-dire la substance qu'on a suspectée qu'elle est active sur la cancérogénicité des souris. On fait on applique la formule P0 moins P, c'est-à-dire 0,34 moins 0,2, c'est égal, on trouvera bien sûr 0,14, n'est-ce pas? Sur P, Q sur N, P, c'est 0,20 fois 0. Là, ils n'ont pas mis P0, faites attention, c'est P, c'est-à-dire c'est le théorique que vous allez utiliser sous la racine. Il faut juste se concentrer. Donc, P, c'est 0,20 fois 0,8 sur N, c'est la taille de votre échantillon. Ils ont dit 100 souris, je pense. Donc, vous allez trouver 3,5. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Si ça dépasse 1,96, ça veut dire l'écart est significatif. Là, 3,5 est supérieur à 1,96, n'est-ce pas? Donc, déjà, d'emblée, ici, je sais que la différence est significative. Je ne suis plus dans les fluctuations d'échantillonnage, enfin dans l'intervalle de confiance, c'est-à-dire à cause des fluctuations, mais je suis dans la différence significative. Mais je peux faire mieux. Je peux chercher, ça correspond à quoi? Je vous donne un exemple. Si on a trouvé 2,5, 2,5 aussi, c'est supérieur à 1,96. Mais là, on a trouvé 3,5. On ne peut pas rester comme ça, considérer 2,5 qui m'a 3,5 comme 4,5.
D'accord? Ce n'est pas vraiment exact. Donc, là, on va préciser P par rapport à 3, à la valeur trouvée. Est-ce que tout le monde me suit, s'il vous plaît? Parce que là, c'est important et c'est facile à comprendre. Il suffit de vous concentrer et je suis en train de répéter de toute façon. D'accord? Est-ce que ça va? Un peu. Vous répondez maintenant un peu. Les autres, vous êtes là au moins. Oui, on est là. Oui, On on est est là, là. oui. Est-ce que vous avez compris quand on a parlé de l'intervalle de confiance? Pour l'intervalle de confiance, ça va. Mais Et là, pour la mais le formule, reste, elle est donnée comme ça. D'accord? La formule, elle est mm. donnée comme ça. On l'applique. On l'applique seulement. Voici. Donc, on a dit que le premier pourcentage qui était admis pour le cancer chez les souris, c'était 20%, n'est-ce pas? Après, vous prenez des souris exposées à une substance, par exemple, substance chimique particulière, X. Et vous voulez vérifier, est-ce que cette substance chimique a augmenté, si vous voulez, le risque de cancer chez les souris. C'est important. C'est comme ça que après on déclare des substances cancérigènes, etc. Ça commence par les animaux et l'expérimentation, et après il y aura des études chez l'être humain ou bien en parallèle, peu importe. Donc là, vous trouverez un échantillon, par exemple les souris qui étaient exposées à cette substance, ils ont trouvé par exemple qu'à 34%. On a dit, on va appliquer la formule. La formule, elle dit quoi? P0. C'est quoi P0? C'est au niveau, voilà, le pourcentage calculé au sein de l'échantillon. Allô? Oui? Yardek ça. Observez. Voilà. Déjà PO ou bien P0. L'essentiel. C'est observer. Très bien. Et là, c'est votre P théorique, c'est-à-dire qui a été donné. À chaque fois, j'essaie de vous rappeler où est l'observé, où est le théorique. Donc, parce que c'est ça le cours, c'est comparer entre un pourcentage observé et un pourcentage théorique. Donc, vous avez votre théorique, vous avez votre pourcentage observé et vous faites la différence. Vous appliquez la formule. Là, sous la racine, je disais que faites attention, vous allez utiliser celui-là et non pas celui-là. D'ailleurs, c'est clair, c'est P, c'est pas P, O ou bien P0. Donc, P, Q sur N. N, c'est la taille de l'échantillon. C'est-à-dire, votre échantillon, vous avez pris combien de souris? Vous avez pris 100. Donc, c'est 100. Vous allez trouver 3,5. La règle, elle vous dit quoi? Elle vous dit que si vous faites la différence, vous faites ce rapport et vous trouvez un résultat qui dépasse, c'est-à-dire il est supérieur à 1,96, vous pouvez d'emblée deviner que la différence est significative. D'accord? Que ça veut dire vous pouvez suspecter cette substance, mais elle est cancérigène. D'accord? Et après, faire la suite, bien sûr. Donc là, on a trouvé, on a appliqué, on a trouvé 3,5. Je vous ai dit, 3,5, c'est supérieur à 1,96. Donc, on est face à une différence significative. D'accord? Que ça, apparemment, la substance, elle est active. Mais après, je vous ai dit autre chose. Je vous ai dit que, et si on a trouvé 2,5? 2,5 aussi. D'accord? 2,5 aussi. Ça dépasse 1,96. Mais est-ce que je reste comme ça? 3,5, qui m'a 2,5, qui m'a 2,20, qui m'a 4,5, etc. Non. C'est que à partir justement de ce résultat, c'est-à-dire, c'est ça la précision, si vous voulez, je vais aller pousser un peu plus. Je vais chercher mon petit p. C'est-à-dire, oui, il y a une différence significative, mais à quel degré? D'accord? C'est chercher le degré de signification. C'est ça le petit p. Et généralement, comment on va le chercher? Bon, si c'est un logiciel, il est donné d'emblée. Si ce n'est pas un logiciel, vous allez faire ça. Donc, vous allez prendre votre résultat, 3,5. Vous allez prendre la table, la première table qu'on a vue, c'est la table, la loi normale sont très réduites. C'est là qu'on a vu tout à l'heure 1,96, Z alpha sur 2, n'est-ce pas? Et je vais chercher cette valeur, 3,5. Cherchez avec moi. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, etc. Elle est là. Enfin, elle n'est pas là. Je ne la trouve pas. Il n'y a pas de 3,5. Mais je vais chercher, si vous voulez, la valeur la plus proche de 3,5. Ici, la valeur la plus grande,
Ils n'ont pas donné des 1. Il n'y a pas vraiment 5, 6, etc. Regardez, là, c'est 0,000. يعطيك الصحة. Donc, le maximum, déjà, c'est 2,57 هذه 6. Donc, je vais prendre cette valeur. Cette valeur, elle correspond à quel alpha, si vous voulez? Elle correspond à 0,005. Et encore, puisque 3,5, c'est supérieur à 2,5, allez, 57, ça veut dire que mon petit p est inférieur. Parce que regardez, regardez ici, plus alpha équivalent, plus, si vous voulez, le z hada, il sera. Donc, je peux dire que puisque ma valeur est supérieure à 2,57, ça veut dire que mon petit p est inférieur à 0,005. Et ça m'arrange. Ça veut dire que déjà, je suis vraiment loin de 0,05. Vous voyez un peu, c'est ça le degré de signification. Il y a plus p serait, plus c'est mieux. Mieux c'est. Parce que ça veut dire que vraiment, je suis loin de la limite d'erreur. OK? Donc, c'est ça le principe. C'est chercher préciser selon la valeur que vous allez trouver, même pour le qui 2, c'est le même principe. C'est selon la valeur que vous allez trouver, vous allez deviner P. Bien sûr, il y a d'emblée P, il est inférieur à 0,05. Sinon, on n'aurait même pas accepté. Du moment qu'on a trouvé ce résultat, ça va de soi qu'il est inférieur à 0,05, n'est-ce pas? Parce que alpha, c'est 0,05. Mais moi, je vais chercher encore plus de précision. C'est en cherchant cette valeur dans le tableau, bien sûr la table, pour deviner P. Et là, on a pu le deviner. 3,5 est supérieur à 2,5, donc P est inférieur à 0,05. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc là, c'est juste pour récapituler. Donc, vous avez, il y en a qui l'appellent aussi epsilon. Donc, si c'est inférieur, la différence n'est pas significative. Si c'est supérieur ou égal, finalement, ou égal, donc la différence est significative et le risque correspondant, lu dans la table de l'écart réduit, fixe le degré de signification. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, nota bene, le test, là, c'est très important. Chaque test a des conditions. Là, les conditions de cette règle, si vous voulez, c'est que déjà, n fois p soit supérieur à 5 et n fois q supérieur à 5. Là, il faudra revenir et vérifier on dira que les conditions d'application du test ont été, si vous voulez, accomplies. Donc, on a p, il est de 0,2. 0,2 fois 100, c'est combien? C'est 2. Ah, c'est 20, pardon, c'est 20. Heureusement, sinon on aurait été embêté parce que 2, c'est inférieur à 5. Ça veut dire on est bloqué, on annule tout. Donc là, c'est 20. Q fois N, c'est 0,8 fois 100. C'est 80. Donc 80, n'est-ce pas? Oui. 80, c'est supérieur à 5. 20, c'est supérieur à 5. Donc j'ai le droit d'appliquer le test. Est-ce que c'est clair? C'est ça les conditions d'application du test. D'ailleurs, on a déjà donné ces conditions avant aussi. Généralement, ça se répète pour plusieurs tests. C'est bon? Donc là, on a terminé le premier cours. Est-ce qu'il y a des questions?